Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christian Parizeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, chef économiste chez Aurel BCG. Alors, la question à 1 million de dollars. Pensez-vous que le cru boursier 2018 sera aussi porteur que le millésime 2017? On se la pose la question en début d'année. Ouais, En même temps, je vais vous dire, ça commence bien. On est déjà sur le CAC 40 à plus 3,5%. Et puis, il y a cette statistique historique qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai lu ça dans les Échos en début de semaine. Quand la première semaine du mois de janvier est positive, depuis l'an 2000, on a vu que dans 6 cas sur 7, eh bien, les marchés finissaient l'année dans le vert. Voilà, on va dire que ça On c'est se raccroche à ce qu'on voilà, peut, hein. on va dire. Non, alors après, ce qui est un peu gênant, entre guillemets, c'est qu'on a beaucoup de bonnes nouvelles qui sont déjà intégrées dans la valorisation des marchés. Alors, Ouais. ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être sur un scénario négatif. Le côté positif, c'est que C'est vraiment, toujours les mêmes histoires. voilà, Pardon, mais on a vraiment des indicateurs économiques c'est toujours de les mêmes. croissance. Il y a très, le très plan positifs. Trump, on Voilà. voit là, la confiance est là, la croissance est là. On entend tout ça, les profits sont là. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on entend ça. Voilà, non, mais c'est clair qu'on est dans un environnement économique de croissance plutôt porteur. Ça, c'est acquis. Donc, c'est un élément qui, quand même, soutient en partie la valorisation des marchés. Et c'est ce qui explique finalement qu'il n'y ait pas de perception de risque sur les marchés. Parce qu'on se dit, bon, même s'il y a une grosse déception, on ne voit pas ce qui pourrait faire chuter violemment les marchés. Mais il y a une Ce qui- accélération, Voilà. encore une fois, ou pas des indicateurs économiques, encore une fois, où on est vraiment sur un niveau assez solide, mais qui est stable. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a des indicateurs sur la fin d'année qui nous montrent que, notamment dans le secteur industriel, on a une nette accélération de l'activité Où ça sur la dernière. Alors, un peu partout dans le monde, mais c'est vrai en Europe. La croissance européenne aujourd'hui est essentiellement tirée par le secteur industriel. Donc, si je voulais être très optimiste et vous dire qu'il y a du potentiel, on sous-estime la reprise, je vous mettrai en avant le fait que cette activité dans le secteur industriel va se diffuser à l'ensemble de l'économie. Le secteur des services va en profiter. Je prends un exemple. Si l'activité industrielle est en très forte croissance, et ben derrière, l'industrie consomme des services. Et les services créent des emplois. Donc derrière, on va avoir une deuxième phase où on va avoir l'emploi qui va redémarrer et donc la consommation va s'accélérer et on aura une reprise qui sera soutenue par l'investissement des entreprises et par la consommation. Donc ça vous laisse la Ça, place. c'est le scénario idéal qui est partagé par toutes les sociétés de gestion, Voilà. ou presque, qui disent quasiment la même chose. Voilà, Ce qui est- ça c'est le scénario idéal et qui nous laisse surtout peut-être un peu de marge sur le marché action de révision à la hausse. Parce que cette diffusion, bon, la croissance industrielle c'est acquis, la croissance mondiale solide c'est acquis. Mais ça laisse un peu de marge en disant si véritablement ça reprend au niveau de la demande domestique, au niveau de la consommation, eh ben on a peut-être sous-estimé la force de la reprise. À l'inverse, ce que je vais vous dire, et notamment en Europe, et ce qui devient un vrai débat aux États-Unis et en Europe, c'est se poser la question, mais est-ce qu'on peut aller plus vite? C'est ça la vraie question aujourd'hui qu'il faut se poser. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui est pas exceptionnelle, mais voilà, de plus mais- en zone euro et voilà. 2,5 aux États-Unis, voilà, c'est ça, hein? qui est bien par rapport à ce qu'on a connu, Ouais. mais est-ce qu'on peut aller à 3? Je vous prends un exemple tout bête, est-ce qu'on peut aller de 2 à 3? Où ça, en zone euro? En zone euro, par exemple. Ça paraît très. Difficilement Voilà, crédible. on a du mal à y croire. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il va y avoir des choses qui vont bloquer l'accélération. Et qu'est-ce qui va bloquer? Eh ben, c'est des capacités de production qui sont pas suffisamment disponibles parce qu'on sort d'une longue période de sous-investissement des entreprises. C'est peut-être un problème de recrutement. On commence à avoir des entreprises qui nous disent on n'arrive pas à recruter. Et surtout, la fin d'année, on a fini Comment l'année en France avec. on peut entendre ça? Comment on peut entendre en France avec 9,5%, Oui. 9,2% de chômage, des entreprises qui ont des difficultés à recruter? C'est le mot qualifié qui est important. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait qu'on manque de main-d'œuvre, mais c'est qu'on manque de main-d'œuvre qualifiée ou correspondant aux besoins de l'économie. Aujourd'hui, on le sait très bien qu'on pourrait avoir une croissance beaucoup plus forte dans certains secteurs. On pense notamment dans le secteur technologique, mais on manque d'ingénieurs qualifiés. Donc c'est ça le gros problème. Après, attention, quand Enfin, on on dit réduit mot pas le taux de qualifié. chômage uniquement avec voilà, avec des ingénieurs, hein. Oui, non, mais il faut faire attention dans le mot qualifié aussi, c'est pas forcément des qualifications bac plus 5. Hein. Aujourd'hui, aux États-Unis, le principal élément qui manque, c'est des chauffeurs de poids lourds. C'est pas forcément des qualifications très élevées. Mais aujourd'hui, très clairement, la vraie question que se posent tous les économistes, c'est que certes, si vous lisez les enquêtes, si vous regardez le moral des chefs d'entreprise, si vous regardez l'environnement international, on va vers une accélération de l'économie. La grosse source de déception, c'est est-ce qu'on ne se heurte pas finalement à des contraintes qui bloquent. Je prends un exemple qui va aussi vous parler. Aux États-Unis, aujourd'hui, on commence à avoir des petites entreprises qui nous disent c'est super, il y a la réforme fiscale, on va nous baisser l'impôt sur les bénéfices, mais on ne va pas plus investir parce qu'on a du mal à recruter.
Et ça, c'est les petites entreprises. Oui, sauf que pour le coup, ils sont à 4% de chômage. Ils sont à 4% de chômage. Nous, en France, ça, on est à 9, voilà, hein. c'est beaucoup plus fort aux États-Unis. Mais ça veut dire aussi que, est-ce que le plan fiscal de M. Trump, qui doit relancer la croissance américaine, donner des points de croissance supplémentaires, ne va pas se heurter à cette contrainte du marché du travail tendu? Alors, en Europe, c'est aussi vrai, mais c'est vrai qu'en Europe, comme on a une reprise aujourd'hui essentiellement tirée sur l'industrie qui demande plutôt des emplois qualifiés, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'industrie, c'est pas là où on a les salaires les plus bas. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est plutôt des gens qualifiés. Alors, encore une fois, ce n'est pas des ingénieurs, c'est des personnes qualifiées dans le process de production. Et ce qui nous inquiète beaucoup, beaucoup d'économistes, c'est le fait que les délais de livraison augmentent énormément sur la fin de l'année dernière. Donc, c'est peut-être un signal de dire qu'on ne peut pas beaucoup plus appuyer sur l'accélérateur. En tout cas, c'est le vrai débat pour cette année. Parce que si on a sous-estimé la reprise, très clairement, on a sous-estimé les bénéfices par action. Et donc, la bourse a un potentiel de hausse. Mais ce n'est pas le scénario le plus probable, ça. Après, chacun jugera en fonction de ses prévisions. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même des contraintes aujourd'hui qui vont rapidement s'imposer, d'où le fait, tout le débat que l'on a, mais c'est du débat presque structurel, c'est pas du débat conjoncturel. On ne résoudra pas ça à court terme, mais sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, c'est de savoir où est la limite dans la possibilité d'accélération en France ou en Europe. Et je pense alors en Allemagne, ça commence à vraiment être visible. En France, on commence à se poser la question. C'est pour ça qu'on parle de chômage structurel en France à 8-9%, selon les estimations. Vous voyez, c'est quand même assez élevé. Et pour baisser ce chômage structurel, c'est entre autres une grande partie l'information professionnelle qui le permettra. Donc à vous écouter, c'est ça qui vous rend optimiste, Christian Parizeau, c'est que tous les clignotants économiques, on est dans le dur, dans les stats réels, macro, sont dans le vert. C'est ça qui vous rend optimiste. C'est un problème de riches. Attention, faut bien comprendre. C'est-à-dire que c'est un problème où on a de la croissance. C'est juste, est-ce qu'on peut accélérer beaucoup plus? Mais derrière, j'ai du mal à vous faire un scénario où l'Europe va tomber en récession en fin d'année. Alors, sauf choc externe qu'on n'a pas prévu. Mais aujourd'hui, il y a une vraie dynamique de croissance. On est sur une vraie amélioration. La seule chose, c'est est-ce qu'on peut aller beaucoup plus vite? Et c'est ça la vraie thématique, à mon avis, centrale. Et derrière, vos projections sur la bourse. Alors, si vous dites qu'on ne va pas beaucoup plus vite, ça veut dire qu'on l'a beaucoup intégré dans les scénarios et dans les valorisations de l'année dernière. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément beaucoup d'éléments de hausse pour le marché action. Donc, on pourrait grappiller encore quelques pourcentages de hausse, mais en même temps on se dit qu'après plusieurs années de hausse comme ça des indices boursiers, je ne sais pas par rapport au point bas combien on a pris en moyenne, on se dit malgré tout peut-être que le meilleur est comme derrière nous. Et qu'il est difficile de reproduire ce qu'on a vécu sur 5-6 ans. Ah oui, après la question, je dirais pour répondre en termes d'économie, c'est où est les fins de cycle? Où sera la fin du cycle? Alors, c'est vrai qu'en Europe… Cycle boursier. Alors, cycle boursier et économique, qui vont quand même un petit peu ensemble. Alors, en Europe, on n'est pas très inquiet parce que finalement, on n'est que à la phase d'accélération, que à la phase de reprise, ou voire de maturation du cycle. Donc, on pourrait dire on a encore de la belle visibilité, mais le problème vient surtout des États-Unis, où on est déjà sur un cycle particulièrement long. Quasiment combien? J'ai vu ça en trimestre. On est sur le troisième plus long. Voilà, on est sur le troisième plus long de l'histoire américaine. Et donc, la question qu'on s'intéresse… Plus long, mais pas plus fort. Alors, ce n'est pas le plus dynamique, c'est ce qui explique aussi pourquoi il est long. Parce que le problème, c'est qu'en général, ce qui fait une fin de cycle, c'est les tensions inflationnistes. C'est le fait qu'on a des tensions salariales, qu'on a des pressions sur les marges des entreprises. On ne voit pas aux États-Unis. Voilà. Et c'est ça qui prolonge le cycle. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation d'une économie américaine qui n'a pas une très forte croissance, mais qui prolonge parce qu'elle n'a pas ces tensions inflationnistes et que la Fed n'est pas là pour remonter ses taux, pour freiner un peu la machine. Donc, toute la question aussi, pour les États-Unis, c'est à partir de quand finalement ces tensions sur le marché du travail vont réellement se traduire par les tensions sur les salaires, et que les coûts des entreprises vont augmenter, est-ce que ça va peser sur les marges ou ça va faire monter les prix? Et là, on sera sur une fin de cycle. J'entends, mais malgré tout, encore une fois, ça paraît assez évident que le meilleur est derrière nous en matière de performance boursière. On ne reproduira pas dans les 5 prochaines années les performances boursières des 5 années précédentes. Ah, ça c'est clair. Maintenant, vous pouvez encore avoir 1 ou 2 ans de hausse de la bourse encore. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'avoir raison trop tôt, ça ne sert à rien. Et le gros problème aujourd'hui, c'est toute l'interrogation. C'est encore une année, on peut avoir encore 1 année ou 2 années de très bonne performance de la bourse américaine. Pas plus. On se dit que quand même aujourd'hui, avec un marché du travail aussi tendu, il y a quand même des signaux. Moi, je serais quand même assez prudent là-dessus, puisque aux États-Unis, en plus, on est beaucoup monté sur la réforme fiscale. Ça a été un vrai moteur, un vrai catalyseur sur l'année dernière. À chaque fois qu'il fallait justifier la hausse des marchés américains, c'était la réforme. Bon, mais sauf que la réforme fiscale, elle ne prolonge pas le cycle. Elle pourrait même plutôt, pour moi, il y a débat là-dessus. Il y a un gros débat, mais ça pourrait plutôt raccourcir le cycle économique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on n'a pas de signe de tension inflationniste, mais ça reste l'élément clé. Parce que l'élément clé, et ce qui fera chuter les indices boursiers aujourd'hui, c'est clairement le marché obligataire. Alors on va en parler. C'est là où est la faiblesse. On va en parler, mais juste encore une fois sur les marchés actions, les valorisations, elles sont excessivement tendues, ça c'est une évidence. On est vraiment
historiquement, vous me le confirmez, sur un haut de fourchette, ça veut dire qu'il ne faudra pas qu'il y ait des déceptions sur les résultats d'entreprise dans les prochains trimestres. Sinon, on se dit que là, pour le coup, ça pourrait faire mal. C'est un peu tout le problème. C'est-à-dire que le principal risque de déception sur les entreprises aujourd'hui, c'est comment ils vont gérer la hausse des coûts de production. Alors, ce n'est pas les salaires qui font peur, c'est toutes les matières premières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous tenir un discours, l'économie mondiale va bien. La croissance mondiale est très bien répartie dans tous les pays du monde, donc tout le monde est dans le même sens. Donc c'est-à-dire que tout le monde demande des matières premières et avoir un discours très noir sur les matières premières. Non, ça ne serait pas très cohérent. Ça ne serait pas très cohérent. Donc derrière, on est en train de se dire que toutes quand même… les matières premières ou pétrole seulement? Pétrole est peut-être un cas un peu particulier puisqu'on a des capacités de production inutilisées. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des quotas de production au niveau de l'OPEP. Donc, s'il y avait une demande trop forte, il suffit de baisser les quotas de production et puis d'augmenter les quotas de production et on règle le problème. Par contre, dans certaines matières premières, on commence à avoir des problèmes de pénurie. Alors, on pense surtout tout ce qui est… on recommence à parler de tout ce qui est terres rares, par exemple, qui commence à avoir des problèmes de pénurie. Certains composants électroniques, c'est souvent signalé par les industriels comme des ruptures d'approvisionnement et des éléments qui entraînent des délais de livraison plus élevés. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement la matière première, mais aussi peut-être des biens intermédiaires qui commencent à avoir des tensions. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est quand même des hausses de coûts. On sait que très en amont du cycle de production, il y a dans la chimie, il y a des hausses de coûts. Qui vont se répercuter. Alors, c'est toute la question. Est-ce que ça se répercute sur les prix de vente? Donc dans ce cas-là, c'est un problème inflationniste, c'est un problème pour le marché obligataire. Ou alors, est-ce que ça se répercute sur les marges des entreprises? Et là, c'est un problème boursier. Parce que derrière, on va se dire la source de déception. Et moi, je pense que cette année, la vraie question qu'il faut se poser dans la sélection de valeurs, c'est pas le savoir est-ce que vous faut acheter cyclique, des défensives, c'est qui a du pricing power, qui a la capacité de remonter ses prix. Puisque, de répercuter dans ses prix ces hausses de coûts. Il y a de l'inflation. Il y a des tensions inflationnistes. Ça ne veut pas dire que ça se voit sur l'indice des prix. Oui, attention. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que on le voit bien en amont. C'est très en amont. Alors après, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas les salaires qui explosent. S'il y avait les salaires qui explosent, le jeu serait fait, il y aurait des répercussions sur les indices des prix. Mais il y a une partie des coûts de production qui augmente sensiblement. Donc derrière, qui répercute ça? Je vous prends un exemple, on voit bien que la distribution a un gros problème face aux consommateurs. Quand vous faites des biens de consommation courants, de l'alimentaire, des détergents, les gens ont en tête les prix. Et c'est très difficile de relever les prix sans avoir une baisse des ventes. Donc là, ça devient gênant. Donc là, c'est gênant pour eux. Bon, après, quand vous appelez Kimberly Clark, vous faites des Kleenex, vous allez me dire c'est très difficile pour eux de relever les prix. Quand ils augmentent les prix de 1%, ils ont une baisse en volume de 3% de leur vente. Donc ça, c'est des secteurs qui souffrent. Mais je pourrais vous dire, est-ce que dans l'automobile, c'est pas un problème? Vous avez des hausses du minerai de fer. Le minerai de fer, c'est des hausses de l'acier. Vous avez aussi des hausses de prix de l'aluminium. Derrière, est-ce que Peugeot va pouvoir répercuter ça à son client? Même si le marché est florissant, même si on vend plus de véhicules, il y a une telle concurrence entre les constructeurs automobiles que c'est difficile. Donc derrière, c'est un problème de pricing power. Et puis, deuxième élément qu'il faut tenir compte, c'est qu'on a une croissance qui est très inégalitaire encore. C'est-à-dire qu'on le sait bien, tout le monde ne profite pas de cette reprise économique. Donc ça veut dire que la thématique low cost, la thématique où finalement cette amélioration conjoncturelle profite peu à la classe moyenne, ne laisse pas beaucoup de marge aux gens qui s'adressent à cette classe moyenne. Parce que cette classe moyenne, elle profite peu en termes de rémunération de cette amélioration. Donc ça veut dire que c'est plus pour moi une thématique favorable au secteur du luxe, au haut de gamme, parce que là, vous allez pouvoir passer des hausses de prix. En plus, entre nous, le poids de la matière première dans vos prix de vente quand vous êtes dans le luxe, c'est pas un problème. Mais en tout cas, vous pourrez plus facilement monter vos prix parce que vous vous adressez à une clientèle qui est plus aisée et qui profite de la reprise économique, alors que la classe moyenne, elle sera forcément beaucoup plus sensible à cet retour de l'inflation. Donc on voit qu'il y a une vraie discrimination à avoir aujourd'hui sur les valeurs qui auront la capacité à relever leur prix de vente. Il y a une vraie discrimination en même temps. L'ambiance, c'est quand même l'euphorie dans la tête des investisseurs. Il y a cet excès de confiance. Quand on voit cette anecdotique, vous allez me dire, mais Kodak, il y a 48 heures, qui annonce qu'il se lance une plateforme de Bitcoin pour rémunérer les photographes. L'action prend 120% et ensuite 60% le jour d'après. On dit quand même que voilà, il y a un excès de confiance. Alors, excès de confiance où finalement on cherche l'idée. C'est là aussi où on voit que peut-être le marché est très bien valorisé. Parce qu'on cherche quel sera finalement le support d'investissement destructif où on va avoir un vrai potentiel de hausse. Donc ça veut dire qu'on ne trouve pas dans le reste des sociétés des éléments qui justifient qu'on valorise, que je puisse vous dire telle valeur, elle va prendre 20% cette année parce qu'elle est sous-évaluée. Et c'est ça le gros problème des gérants aujourd'hui. Pourquoi on va vers le Bitcoin? Parce que Bitcoin, ça fait rêver. On se dit, il y a peut-être, si ça marche… Mais on se dit qu'il y a trop d'argent, de l'argent qui n'est pas cher et donc ça s'investit n'importe comment. Oui, mais derrière, ça montre… Alors c'est ce qui explique tout le discours qu'on peut avoir sur la bourse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bulle. C'est difficile de vous dire aujourd'hui qu'on est dans des… Alors elle est chère.
je ne dis pas qu'elle est bon marché, la bourse est chère par rapport à ses moyennes historiques, Assurément. mais on ne peut pas dire non plus qu'on est dans un marché totalement déraisonnable ou de bulle. Donc ce qui fait que quand vous avez une thématique qui pourrait vous dire que vous avez un potentiel d'appréciation très fort parce que vous êtes sur quelque chose, eh ben, on a des excès. Et en plus, comme vous êtes sur des valeurs où vous n'avez pas beaucoup de choix ou de support d'investissement et que tout le monde y va, eh ben, ça vous donne des incohérences comme on a vu avec Kodak. Et puis il y a aussi, encore une fois, des mouvements one way depuis, on pourrait, je sais pas depuis quand, mais depuis un an ou deux, on n'a jamais eu de retracement, de correction, de retour, de respiration des marchés actions. C'est ça aussi, ce mouvement one way. Moi, je trouve ça inquiétant. Je m'inquiète facilement en même temps. Ce qui est le plus inquiétant, à mon avis, c'est deux choses. C'est le fait qu'il n'y a pas de perception de risque. Et ça, c'est toujours gênant parce qu'on aime bien. Et puis, moi, ce qui me gêne beaucoup aussi, c'est le fait que malgré des tensions inflationnistes très fortes qui apparaissent et qui vont s'accentuer en 2018, la Banque mondiale nous a dit en 2018, au niveau mondial, les capacités de production excédentaires auront disparu. Ça veut dire que depuis la crise, on avait accumulé beaucoup de capacités excédentaires, et au niveau mondial, tout ça aura disparu. Donc, c'est quand même un vrai signal fort de dire que les pressions déflationnistes vont s'atténuer. Et donc, face à ça, ce qui me gêne beaucoup, c'est que les taux ne réagissent pas et que le marché ne tient pas compte de ce facteur de risque. C'est ça qui pourrait justement créer le doute. Qu'est-ce qui pourrait créer le doute dans la tête des investisseurs qui, pour l'instant, encore une fois, voient un peu tout en rose? C'est justement cette prise en compte de ce décalage entre des tensions sur les prix très très en amont et des taux qui restent très très bas, c'est ça? Très clairement, le gros changement entre, si je devais me projeter il y a un an, je pouvais vous parler d'une reprise relativement molle, mal répartie, avec des capacités de production très excédentaires, notamment dans les matières premières. Donc, ça laissait la place finalement à une reprise graduelle, sans tension inflationniste. Donc, on peut comprendre pourquoi le marché obligataire restait assez bas, et puis le marché action qui a intégré cette amélioration conjoncturelle. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même cas. On est sur vraiment une reprise très homogène, donc ça veut dire qu'elle est beaucoup plus certaine, plus solide. On est content que tout le monde aille dans le même sens. Tant mieux, on ne va pas se plaindre non plus. Mais derrière ça, ça veut dire aussi des tensions inflationnistes plus fortes. Donc derrière la grosse interrogation, c'est la réaction des banquiers centraux face à ça. Parce qu'ils ne peuvent pas dire un discours trop noir en disant on continue à injecter des liquidités parce que tout va mal. Bah non, justement, va peut-être falloir. On a eu d'ailleurs le patron de la Fed de San Francisco, John Williams, qui a dit la politique fiscale de Trump, ça justifie 3 hausses de taux en 2018. Oui, après, il y a un gros débat au sein des membres parce que l'inflation n'est pas repartie, mais derrière, c'est vrai que très clairement, c'est difficile d'avoir un scénario trop négatif et certains commencent à dire est-ce que finalement la reprise de liquidité, si on prend les trois grandes banques centrales, BCE, Fed, Banque centrale du Japon, selon les hypothèses qu'on fait, mais d'ici la fin d'année, on pourrait être sur une reprise nette de liquidité, puisque la BCE pourrait arrêter d'en injecter. Ça, c'est un vrai changement. Ça. La BCE pourrait arrêter d'en injecter. Et on a la Banque centrale américaine qui en reprend depuis quelques mois. Un petit peu, mais ça va accélérer, il ne faut pas l'oublier. Ça augmente par palier. Donc ça veut dire que déjà on change de monde. C'est-à-dire qu'on change j'injecte toujours plus de liquidités. Ça, c'est un premier point qui est très important. Le fait qu'on n'a plus de capacité de production excédentaire, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de pression déflationniste. Alors après, on peut parler de changement structurel de l'économie, les nouvelles technologies, tout ça. Mais on peut se dire que quand même, une grosse partie de l'économie aujourd'hui en tout cas, ce qui est un peu gênant, c'est que derrière ces éléments-là, on a un marché obligataire qui reste particulièrement, avec des taux particulièrement bas et des anticipations d'inflation particulièrement faibles. Moi, je veux bien… On a deux marchés qui envoient des signaux très très différents entre le marché obligataire et le marché action. Moi, je veux bien intégrer le fait de dire on ne va pas revenir sur une inflation exceptionnelle, on ne va pas revenir sur un risque inflationniste très fort, mais de là à dire qu'il n'y a pas du tout de risque inflationniste, c'est ça qui nous gêne. Et ça laisse la place peut-être à une surréaction du marché obligataire à venir. Bon, et donc c'est ça pour vous, on finit là-dessus. Le signe noir de Christian Parizeau, c'est quoi le pire scénario qui pourrait arriver cette année? Comme toujours, c'est les surréactions de marché, comme toujours. Et je pense que la principale… c'est le marché obligataire. Le talon d'Achille de la bourse aujourd'hui, c'est le marché obligataire, très clairement. Mais pour l'instant, on va en reparler juste après, là, il y a quelques tensions, mais pour l'instant, il n'y a rien de grave. Alors, l'avantage, c'est que les tensions qu'on a vues sur le marché obligataire américain, ce n'est pas des tensions liées à des craintes inflationnistes. C'est plus des tensions en termes de raisonnement de flux, de politique monétaire. Je pense que pour qu'il y ait vraiment, à un moment donné, un retournement des taux, il faudrait qu'il y ait au moins la perception qu'il y a un risque inflationniste qui augmente. Un risque, je n'ai pas dit forcément que les indices des prix s'envolent, mais qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas du tout de risque. On est sur une forte croissance sans risque. Le fait de remettre dans le marché ce risque inflationniste, ça justifie quand même une remontée des taux longs. Bon voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires. Christian Parizeau était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama, chef économiste chez Aurel BCG. Merci.